Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Si aux États-Unis, le débat est resté vif ce vendredi au Congrès dans le dossier de confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Le G5 Sahel a besoin des financements. C'est l'appel réitéré à New York par le président Ibrahim Boubacar Keïta que nous suivrons dans ce journal. Le financement de cette force conjointe. On a mis en place une force conjointe. Des dizaines de filles mineures devant un tribunal à Kinshasa. Elles sont accusées d'attentat à la pudeur. Bonsoir. Au Mali, le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, frappé le 29 juin par l'attentat, a été transféré de Sévaré dans le centre du Mali à Bamako, la capitale, sur décision de son commandant. C'est ce qu'on a appris ce vendredi de sources concordantes. Le G5 Sahel qui fait toujours face à l'épineuse question de son financement. Son budget de quelques 420 millions d'euros a pourtant été bouclé lors de réunions de donateurs internationaux, mais les fonds tardent à arriver. Sur cette question du financement du G5 Sahel, Raïssa Girondin s'est entretenue avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème. Le financement de cette force conjointe. On a mis en place une force conjointe. Cette force conjointe a besoin d'être opérationnelle. Et pour qu'elle le soit, il faudrait que son budget soit enfin en place. Parce que dans ce genre d'opération, il est surtout très dangereux dans l'incertitude, dans le hasard. Dès que les opérations commencent, il faut qu'elles se poursuivent de manière continue. Et toute interruption est préjudiciable à l'efficacité. 423 millions d'euros, madame, ce n'est pas la mer à boire. Pour autant, nous avons encore un gap aujourd'hui de financement. Nous espérons que tout le plaidoyer qui est développé ça et là va aboutir à la conclusion effective de ce bouclage de financement. Quant au format de l'intervention du G5 Sahel, nous souhaitons que l'on nous permette d'être dans un format plus offensif, à l'instar de la brigade qui a été un succès en Afrique de l'Est, au Congo notamment. Le défi qui est devant nous dans le Sahel est un défi de même nature. Il ne s'agit plus dans notre zone de stabilisation ou de pacification, de contribution à la paix, mais de lutte effective et réelle contre le terrorisme. En Guinée-Bissau, le recensement en vue des élections législatives a finalement commencé après près d'un mois de retard. Le président José Mario Vaz a été le premier à s'inscrire. Le premier ministre Aristide Gomez a déclaré qu'il s'agit d'une phase très importante pour la réalisation des élections législatives du 18 novembre. Est-ce que ces législatives permettront de sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 4 ans? Idriss Fall a recueilli la réponse de Tulinabo Mushingu, ambassadeur américain à Bissau, de passage ici même à Washington. Ce que nous sommes en train de pousser, c'est que la solution doit venir du peuple de Guinée-Bissau lui-même. Les différents partis politiques qui se connaissent, en fait, tout le monde, à un moment ou l'autre, appartenait au même parti politique. Donc, les différents partis politiques doivent s'asseoir entre frères et sœurs et discuter, dire quelle solution nous voulons pour notre pays. Moi, ce que je leur ai dit, une fois qu'ils se seront mis d'accord sur la solution qu'ils décident de suivre, la ligne de conduite qu'ils décident de suivre, de mettre les intérêts du pays, les intérêts du peuple au-dessus des intérêts individuels, des intérêts des partis politiques. À ce moment-là, ils peuvent maintenant dire, vous, nos amis, les États-Unis d'Amérique, où est-ce que vous pouvez nous aider à ça? C'est ça la position que je suis en train d'essayer de pousser.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé ce vendredi de prolonger d'1 an le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, alors même que Bujumbura menace de quitter cette instance. Une résolution en ce sens proposée par l'Union européenne a été adoptée par le Conseil par 23 voix sur les 47 États siégeant actuellement au Conseil. 7 pays ont voté contre et 17 autres se sont abstenus. La résolution condamne avec la plus grande fermeté tous les actes de violence commis au Burundi par l'ensemble des partis ou des individus. En Côte d'Ivoire, quelques 22 000 candidats seront en lice lors des élections municipales et régionales du 13 octobre, dont la campagne a démarré ce vendredi. Mais derrière ce scrutin local, c'est aussi la présidentielle de 2020 qui se dessine. Le scrutin du mois prochain doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Mais le paysage politique ivoirien s'est transformé ces derniers mois. La coalition au pouvoir, derrière le président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a explosé en raison des multiples ambitions présidentielles. C'est une histoire qui fait grand bruit en République démocratique du Congo. Des dizaines de filles mineures couramment appelées Oudjana comparaissent devant un tribunal de Kinshasa. Elles sont accusées d'attentat à la pudeur, une situation qui ne plaît pas à leurs avocats et familles qui dénoncent leur arrestation. Ils estiment en effet que les autorités violent les droits de ces jeunes filles. Les précisions de Blanche Sano. Au carrefour Super Lamba, au cœur de Kinshasa, nous assistons à un procès en plein air. À la barre, des jeunes filles mineures interpellées au cours d'une opération policière anti-Oudjana. La police a donné les éléments de son bilan, 166 interpellés, 166 personnes interpellées, 2 bars fermés. Et dans ces bars, on a trouvé notamment un bar à Lemba, si je ne me trompe, des très jeunes filles. Oudjana est un mot swahili signifiant jeunesse, désigne à Kinshasa des filles mineures accusées de ne pas porter de sous-vêtements sous leur mini-jupe ou débardère dans le but d'attirer des hommes mûrs et nantis. Les policiers affirment avoir arrêté la plupart d'entre elles en flagrant délit dans les bars et boîtes de nuit qu'elles fréquentent, ce que contestent les jeunes filles. Moi, de ma vie, je n'ai jamais porté les soutiens. Et je ne suis pas une fille petite. Il y a des fois, je sors, je pars à une boîte pour serrer lacets, pour danser, pour boire, pour me défouler. C'est pas du que je pars aux boîtes pour aller faire la pute. Des parents assistent impuissants à cette audience foraine. Ma fille est allée à une fête, puis on m'a dit qu'elle a été arrêtée. Laissez ma fille tranquille, elle n'est pas venue se prostituer, elle est venue pour une fête d'anniversaire. Ils l'ont arrêtée. Selon certains avocats des accusés, le phénomène Oudjana est la conséquence d'une crise sociale qui dévaste la RDC. La solution durable ne viendra pas. On reste en République démocratique du Congo où l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce vendredi avoir relevé d'un cran le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola dans le pays, le jugeant désormais très élevé au niveau national et régional. Jusqu'à présent, l'agence spécialisée de l'ONU tablait sur un risque élevé à l'échelle nationale et régionale. À l'échelle mondiale, le risque est toujours considéré comme faible, a précisé l'agence de l'ONU dans une courte déclaration envoyée aux médias. Au Cameroun, les 2 collectifs d'avocats qui défendent plus de 280 victimes du déraillement d'un train en 2016 à Ezeka, dans le centre du pays, qui a fait officiellement 79 morts et 600 blessés, ont estimé trop faible le montant des indemnités déterminées par la justice. Nous ne sommes pas particulièrement satisfaits de la décision mercredi du tribunal des ECA, estiment les 2 collectifs. La décision du tribunal a condamné l'entreprise ferroviaire Camrail, filiale locale du groupe Bolloré, à payer 50 millions de francs CFA des réparations aux 60 victimes défendues par Maître Guy Olivier. Les démocrates ont tenté une dernière fois ce vendredi de convaincre leurs collègues républicains de repousser le vote du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême dans l'attente d'une enquête approfondie par le FBI sur les allégations d'agression sexuelle contre lui, allégations révélées par Christine Ford. Un report d'1 semaine qui pourrait intervenir après près de 2 mois d'audience et une dernière semaine chargée émotionnellement. Arzouma Compaoré.
Cette dernière semaine des audiences de confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême a rapidement pris des allures d'un drame politique. De la côte Est à la côte Ouest, dans les campus d'université, dans les bars, dans les services et même à 3000 mètres d'altitude, des millions d'Américains ont suivi jeudi les témoignages émouvants du juge candidat ainsi que du professeur d'université Christine Blasey Ford, qui l'a accusé d'une agression sexuelle survenue en 1982. Je croyais qu'il allait me violer. J'ai essayé de crier à l'aide, mais Brett a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Cela m'a terrifié et impacté le reste de ma vie. De l'autre côté, Kavanaugh a vivement démenti les accusations. Je n'ai jamais fait une telle chose à elle ou à qui que ce soit. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas qui j'étais. Vendredi, la commission judiciaire du Sénat avait voté en faveur de la poursuite du processus de nomination de Kavanaugh, malgré les demandes répétées des démocrates d'accorder plus de temps pour une enquête du FBI. Plusieurs démocrates avaient quitté la salle d'audience en signe de protestation, alors que les républicains défendaient leur soutien au juge Kavanaugh. Mais la surprise est survenue lorsque le sénateur républicain Jeff Flake, l'un des voteurs clés, a souhaité une semaine de plus, a souhaité une semaine de pause afin que le FBI puisse mener une brève enquête. Affaire à suivre donc. La campagne pour les élections législatives en Afghanistan, longtemps retardée, s'est ouverte ce vendredi dans un climat de crainte et de doute face aux risques de violence et aux multiples allégations de fraude. Plus de 2500 candidats sont en lice pour le scrutin du 20 octobre, au cours duquel la Chambre basse du Parlement afghan sera entièrement renouvelé. Le vote, qui intervient avec 3 années de retard, est également perçu comme une répétition générale avant l'élection présidentielle prévue en avril prochain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois accusé l'Iran hier, carte à l'appui depuis la tribune de l'ONU, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. À noter qu'en Israël, fin avril, M. Netanyahou avait fait d'autres révélations sur ce qu'il a appelé les plans secrets du gouvernement iranien. Il a mis en défi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer des inspecteurs pour, dit-il, inspecter immédiatement ce site avant que les Iraniens ne le vident. Et puis, la Russie et la Chine ont appelé jeudi à l'assouplissement des sanctions internationales contre la Corée du Nord pour l'encourager à se dénucléariser. Un tel appel, dit-on, risque de mettre en péril le consensus international concernant les pressions sur Pyongyang. Intervenant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a demandé à ses homologues de se rappeler que les progrès réalisés jusqu'ici sont à imputer à la campagne internationale historique rendue possible par le Conseil de sécurité grâce aux sanctions qu'il a imposées. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans ce journal, nous irons au Kenya à la découverte de Beta Art, une start-up qui ne passe pas inaperçue. Considérée comme capitale du monde, la ville de Washington pourrait-elle aussi devenir la capitale de la mode? Élément de réponse dans ce journal. Et ne ratez pas toutes les autres informations culturelles du moment. Ce sera avec Ekia Badou dans Culture Hebdo. Voilà, comme tous les vendredis, nous parlons culture, Culture Hebdo. Ekia Badou, vous êtes là ce soir, bonsoir. Bonsoir John. Alors, de quoi parlons-nous cette semaine? Bonsoir à tous. Alors, on commence par quelque chose qui est très anglo-saxon, on appelle ça fundraising, crowdfunding. C'est une formule participative anglo-saxonne qui est de plus en plus utilisée outre-Atlantique, en Europe, mais aussi en Afrique. Elle permet de solliciter le financement d'un projet au plus grand nombre. C'est le mode choisi par Christin Bella, jeune cinéaste congolais, pour recueillir les fonds nécessaires. Alors, il est originaire de Pointe-Noire, il est fils de journaliste, il manipule les appareils photo et caméras depuis son enfance. À 16 ans, avec son bac en poche, il est envoyé à Bangkok pour faire ses études. À 24 ans, il rejoint sa mère à Paris et il est totalement ébloui par une France qui n'a pas uniquement composé de personnes de race blanche. Ainsi, il se lance, caméra en main, dans une série documentaire intitulée « La France cachée ». Il travaille encore sur ce projet et jusqu'au 31 octobre, il est possible de participer à l'aboutissement de ce projet qui est très intéressant, qui met en lumière 85 portraits allant de personnes afrodescendantes telles que des sportives, des avocats, des médecins, infirmières, des sportifs, vraiment monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, j'en fais même partie de ces portraits. Et je suis ce jeune depuis un certain temps. Il arrive vraiment à sublimer chaque personne qu'il suit. Donc si vous voulez faire un tour, allez-y. Il a des pages Facebook, Instagram et tout autre. Et son adresse mail, c'est lafrancecachée@gmail.com. J'ai bien failli me demander si c'est votre sœur jumelle ou si c'était vous-même. Alors, vous parliez de portrait tout à l'heure, celui de la semaine et qui a? Alors avant qu'on parle du portrait de la semaine, je vais vous inviter à aller un peu à côté du Congo, au Cameroun, avec un groupe de jeunes gens qui se sont mobilisés derrière une artiste camerounaise qui s'appelle Lesline. Elle est originaire de Boya. Elle est très inquiète pour les régions anglophones et à l'approche des élections le 7 octobre, l'élection présidentielle, elle a lancé tout un titre qui s'appelle « Stand for Peace », où tous ensemble, ils chantent, donc on va voir les images, ils chantent pour amener la paix et pour qu'on n'oublie pas la paix dans les régions anglophones. Pour elle, c'est très important. On a également cette préoccupation qui touche également la société et nos correspondants se sont baladés dans les rues au Cameroun pour pouvoir prendre aussi la température et on voit que c'est vraiment quelque chose qui inquiète. On va voir tout de suite un extrait de quelques témoignages. Le seul souhait que je veux, c'est que j'aimerais que le pays redevienne comme celui qu'il a été, le pays uni par toutes les tribus et tout ce qu'il y a de bien, que la paix revienne et que chaque citoyen se sente à l'aise dans son pays. C'est vrai qu'il y a un souci de mentalité, mais je crois que cette mentalité elle peut changer. Du moment où on se rend compte que beaucoup de personnes commencent à prendre conscience. Donc ça veut dire que pour l'avenir de ces pays, je vois un pays bien plus prospère sur le plan du développement économique, avec une jeunesse davantage entreprenante. Alors effectivement, on a également un portrait de la semaine. Oui. C'est aussi un jeune qui, lui, vit très bien dans sa peau. Il est originaire de Guinée et du Sénégal. Il s'appelle MHD, c'est un Parisien. Et on ne cesse de parler de lui, surtout depuis le 19 septembre. Il a sorti un nouvel album qui s'appelle 19. Souvenez-vous, cette personne, il y a encore quelques années, elle livrait des pizzas et faisait des vidéos sur le net, vidéos qui se sont partagées vraiment de façon virale. Puis il a signé avec une maison de disques qui a effectué des tournées à travers le monde. Et voilà, depuis le 19 septembre, son titre est dans les bacs. C'est 19. Et on peut savoir aussi qu'il y a énormément de collaborations. On peut citer Yemi Alade, on peut citer Dadju, Orelsan, Salif Keita.
pour ne citer que. Et après nous avoir révélé Bella en featuring avec l'artiste nigérian Wizkid. Il a sorti donc ce dernier titre, 19, où on voit vraiment une espèce de maturité. Il y a des paroles moins festives, assez sombres sur des choses assez difficiles qu'il a pu vivre, car ça fait partie aussi de sa vie, des hauts et des bas. Et je vous propose de voir un extrait du titre 19. Alors, en plus, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il a déclaré qu'il voulait arrêter sa carrière. L'avenir nous dira si c'est vrai ou faux. En tout cas, il est en pleine fleur de l'âge, il n'a que 24 ans et on est beaucoup à apprécier sa musique. J'en fais partie et c'est très tôt, à 24 ans, pour arrêter une carrière. C'est très tôt même pour se quitter. Je propose qu'on puisse voir l'agenda de la semaine car il y a plein de choses à faire. Voilà. Pourquoi pas aller à Londres pour la Fashion Week. Il y a également ici à Washington plusieurs comment on appelle ça, événements culturels où on peut fêter le Nigeria et également la Guinée. Voilà. On voit tout de suite l'agenda. En tout cas, ce que vous avez dit servait déjà d'agenda. Donc, oui, je crois que on n'aura pas l'agenda affiché, n'est-ce pas, à l'écran, mais ces événements que vous avez évoqués tout à l'heure là font partie de notre agenda. Alors, on va rester à Washington. Washington DC, qui est certes la capitale des États-Unis, mais cette ville est loin d'être la capitale de la mode. Ses habitants sont réputés pour leur conservatisme, mais surtout pour leur style pas trop fashion. Mais un ingénieur en informatique devenu styliste croit que la capitale fédérale américaine est l'un des meilleurs endroits au monde où on peut promouvoir la mode. Jun So de VOA a rencontré le fondateur de la DC Fashion Week, Int Williams, pour en savoir plus sur cet événement. Et Salwa Jafari nous en fait le récit. Je suis un designer autodidacte. J'ai toujours été un amoureux de la mode. J'ai suivi des cours pendant ma carrière pour peaufiner mon métier. Mais ma formation est en fait l'ingénierie informatique. Ian Williams a fondé la DC Fashion Week il y a 14 ans. Bien sûr, DC est connu pour la politique, mais il y a tellement de choses à faire à Washington, de l'opéra au musée, aux concerts, en passant par les grandes fêtes au bord de la piscine, les événements de la société, les soirées. Il y a tellement d'occasions pour les gens de s'habiller pour impressionner. La DC Fashion Week a débuté avec des designers locaux présentant leurs collections. L'événement est très vite devenu international, attirant des designers du monde entier qui apportent parfois dans leurs valises des textiles exotiques. Nous utilisons des textiles comme celui-ci en Thaïlande en les mélangeant avec des textiles américains et une pièce syrienne ici. Nous avons également des textiles appalachiens. J'ai une partie des textiles que je me suis fait en utilisant une technique ukrainienne, des pièces avec images que j'ai peintes de Pékin et nous avons aussi des textiles ouest-africains. Le message de la Fashion Week de Londres est en phase avec celui de DC. Je crois que le textile et la mode enseignent la compréhension et l'ouverture à différentes cultures. Nous avons commencé avec l'inclusivité. Nous avons commencé par proposer des mannequins représentant plusieurs ethnies, des mannequins de taille et d'âge différents, car nous pensons que la mode est pour tout le monde. Et le public apprécie. Je viens du Pakistan. C'est ma première fois à la DC Fashion Week. J'ai vraiment apprécié le spectacle. J'aime à quel point c'était inclusif, les mannequins de toute taille. Il y en a qui portent le hijab aussi. L'événement est une réelle opportunité pour les créateurs émergents, comme pour ceux qui sont déjà établis. Camille Case présente sa ligne de maillots de bain. Que c'est génial, c'est abordable, c'est accessible financièrement parlant. Ça donne de la visibilité à notre marque. Et Williams a d'autres ambitions. L'espoir et l'objectif de la Fashion Week de DC à Washington DC est que chaque pays envoie son meilleur designer et son talent à la manière des Jeux Olympiques. Nous voulons montrer ce que la communauté de la mode mondiale peut offrir aux consommateurs.
Voilà, d'ici capitale de la mode, on le verra dans les années à venir. Donc, Beta Art est une start-up kenyane qui présente chaque mois une exposition avec des œuvres de divers artistes dans un nouvel endroit de Nairobi. L'entrée est ouverte à tous, même aux enfants, et le marketing se fait via les réseaux sociaux. Une transformation de la scène artistique locale qui ne passe pas inaperçue. Plus de précisions avec Blanche Sano. Gloria, 36 ans, ancienne agente immobilière et passionnée d'art, a lancé Beta Art en 2017 parce qu'elle estimait qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour les Kenyans de côtoyer régulièrement les artistes et leurs œuvres. Je voulais connaître l'art kényan et ce qui se passait sur la scène artistique. Et quand j'ai essayé de trouver cette information, j'ai constaté qu'elle était fragmentée alors qu'il se passait beaucoup de choses. On n'était pas en mesure d'en trouver sur une plateforme particulière. C'est alors que j'ai eu l'idée de développer un site web qui répertorierait toutes les œuvres et les expositions d'art et qui intéresserait les amateurs. Le mois dernier, l'exposition a surgi sur la terrasse d'un immeuble de la banlieue de Nairobi et a présenté 20 pièces de 4 artistes. Ce que j'apprécie dans un événement comme celui-ci, c'est qu'il se rapproche de nous, qu'il se diversifie. Nous rencontrons des artistes sous un jour différent. L'art kényan, autrefois largement tributaire des acquéreurs étrangers, trouve désormais plus d'acheteurs locaux à mesure qu'une classe moyenne plus nantie émerge et que les médias sociaux apportent leur aide. Le Go Down Art Center est un studio d'art visuel et de performance de 10 000 m² créé à partir d'une collection d'entrepôts datant de la fin des années 90. Je pense que le plus important est vraiment un changement dans notre propre vision de l'art en tant que Kenyan. Car pendant longtemps, les arts ont été soutenus par des mécènes internationaux. Nous voulons nous éloigner de ce modèle. Que ce soit à travers des start-up ou des initiatives à grande échelle comme Go Down, le Kenya se positionne pour rejoindre les grandes puissances artistiques telles que l'Afrique du Sud et le Nigeria, où l'art fait partie de la fonction et de la croissance économique. Et puis, si vous êtes un utilisateur de Facebook, rassurez-vous que votre compte n'a pas été piraté cette semaine. En tout cas, Facebook a révélé ce vendredi une faille de sécurité qui affecte presque 50 millions de comptes, qui a permis à des pirates de prendre le contrôle des comptes d'utilisateurs. Les équipes du réseau social ont découvert un problème de sécurité affectant donc près de 50 millions de comptes. Nous prenons cela extrêmement au sérieux, a écrit le groupe dans un communiqué ajoutant prendre des actions immédiates. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes.